Au début de ma carrière, j'ai eu une expérience difficile avec la connaissance d'une famille où la plus grande fille qui avait 6 ans et venait d'être diagnostiquée avec une leucodystrophie métachromatique. C'est des enfants qui commencent à perdre leur vision, leur audition, ne peuvent plus marcher et finissent par décéder. Et les parents de cette petite fille sont venus en consultation pour dépister la petite sœur. Et malheureusement, la petite sœur était atteinte également. Et ces deux petites filles sont décédées. Et à l'époque, je me suis dit que c'était extrêmement injuste et qu'il fallait, pour enrayer ça, qu'on puisse faire des diagnostics bien plus tôt et puis qu'il y ait un traitement. Et maintenant, cette pathologie est traitée par une thérapie génique. Le projet Périgénomède est considéré comme le projet pilote national autour de la question. L'enjeu est démontré qu'un outil généraliste, qui est donc le séquençage du génome, un seul test pourrait permettre de dépister plusieurs centaines de maladies. Et est-ce que la France décidera de se lancer dans cette politique ou pas par rapport à d'autres choix ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Minds. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Kyowa Kirin. Aujourd'hui, je suis ravie de me trouver à Dijon pour recevoir la professeure Laurence Fèvre, qui est experte en génétique. Bonjour Laurence. Bonjour Nathalie, contente d'être ici aussi. Une première, on va parler de génétique aujourd'hui. Un sujet qui aurait pu être un peu de niche, on aurait pu se dire que c'est un sujet un peu d'expert qui touche pas tout le monde. Mais la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que en fait, on se retrouve à un moment charnière en ce moment. Parce qu'on parle de génomique appliquée à la médecine préventive. On parle de médecine qui est plus uniquement là pour le curatif, mais qui est là pour prendre en charge une maladie quasiment avant qu'elle émerge, avant qu'elle s'exprime. Et c'est ce sujet que je trouve fascinant aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est de le prendre par l'angle de la génomique, qui pose des questions immenses, que peuvent être la technologie, des questions d'éthique, des questions économiques. Donc je suis ravie de pouvoir avoir cette conversation aujourd'hui. Un projet, en fait, qui est un peu un emblème sur lequel vous travaillez aujourd'hui, c'est le projet Périgénomède, qui est un projet d'envergure nationale qui parle, en fait, du dépistage néonatal. Tout à fait. Qui parle de dépistage néonatal, qui parle de pathologies, en fait, qu'on pourrait prendre en charge dès la naissance, mais on va aussi creuser en fait une carrière de chercheuse, ce que ça veut dire d'être médecin et chercheur en France. Et je suis aussi hyper curieuse d'avoir une vision, d'essayer de comprendre ce que veut dire la génomique aujourd'hui en France, mais aussi dans le monde. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est parti ? C'est parti. On peut commencer par ce projet Périgénomède, qui est un projet de dépistage néonatal. Je te laisse m'en parler. Oui. Expliquer. Alors, le dépistage néonatal, c'est quelque chose qui existe depuis vraiment longtemps, puisque ça a été mis en place en France en 1972, autour d'une pathologie qui s'appelle la phénylcétonurie, qui est une pathologie rare, assez mal connue, parce qu'elle n'existe plus en France, finalement. Une pathologie qui donnait ce qu'on appelle une maladie métabolique, avec une déficience d'une enzyme qui finalement aboutissait à une déficience intellectuelle vraiment sévère. Et il a été démontré assez tôt que si on donnait un régime dès la naissance aux enfants qui étaient porteurs de cette maladie, la maladie n'apparaissait pas. Donc le dépistage néonatal a été lancé dans de très nombreux pays. Tous les pays qui, avaient la capacité de pouvoir le mettre en place. Et après, plusieurs pathologies se sont ajoutées au fur et à mesure des années, avec un nombre de pathologies variables suivant les pays.
En France, actuellement, on dépiste 13 pathologies plus la surdité. Et là, cette année, on a 3 nouveaux groupes de pathologies qui vont être ajoutés. Ok. Et du coup, l'enjeu, c'est... bon, on a peut-être de mémoire 5000 pathologies qui sont génétiques. On dit même 7-8 000. 7-8 000 peut-être les chiffres. Ouais. Et l'enjeu avec ce projet Périgénomètre, c'est d'être capable d'en dépister plusieurs centaines. Alors, plusieurs centaines. Et l'enjeu, effectivement, de démontrer que, avec un outil généraliste, qui est donc le séquençage du génome, un seul test qui pourrait permettre de dépister plusieurs centaines de maladies. Et on a actuellement une liste de pathologies qui sont dites traitables. On en a un peu plus de 400 et d'autres qui sont dites actionnables, où on en a un peu plus de 400 également et qui seront optionnelles. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre en fait la liste qui augmente progressivement de maladies qui sont accessibles à un traitement ou une prise en charge qui permettent de changer la qualité de vie des enfants. D'accord. Pour pouvoir les dépister plus tôt. Parce que le sujet, c'est il faut éviter que la maladie soit exprimée et qu'on prenne en charge tard, en fait. Exactement. Donc, d'agir le plus tôt possible, en fait. Voilà. Donc, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la phénylcétonurie, mais aussi donc qu'on pouvait dépister par d'autres moyens, qui n'étaient pas des moyens génétiques, mais biochimiques. Et maintenant, on a eu un exemple vraiment très emblématique qui est l'amyotrophie spinale infantile, qui ne peut se dépister que par la génétique et une pathologie qu'on pensait pas accessible à un traitement avec une thérapie génique complètement révolutionnaire. Et il a pu être démontré que si cette thérapie génique était mise en place dès très rapidement après la naissance, que les enfants ne développaient plus les signes de la maladie qui entraînaient normalement un décès dans la première année de vie. Et donc à partir de là, l'idée a été de se dire que ces exemples-là vont se multiplier et qu'il était absolument nécessaire d'anticiper et de trouver un moyen pour dépister ces maladies le plus tôt possible, parce qu'une fois que les signes ont débuté, effectivement, souvent ils sont irréversibles. Ok. Donc en fait, on se rend compte que c'est des enjeux de santé publique. Exactement. Alors Périgénomètre, c'est un programme de santé publique. D'accord. Parce que c'est éviter en fait qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des familles, qu'il y ait des gens qui aient à vivre avec cette maladie, c'est ça? Alors, ils ne vivent pas avec cette maladie. Il faut quand même voir que ce ne sera pas dans tous les cas où on aura des situations exceptionnelles comme la phénylcétonurie ou l'amyotrophie spinale infantile, où on sera capable d'enrayer la maladie. On aura des exemples où la maladie, on ne pourra pas empêcher complètement l'installation de la maladie, mais en tout cas réduire considérablement les dégâts que peuvent donner la maladie. Ok. On peut avoir quelques chiffres. Ça concerne combien de patients au final en France concernerait? Alors, dans les chiffres donc des listes de pathologies qu'on a actuellement qu'on souhaite actuellement dépister ne sont pas encore connus, parce qu'on a un partenariat avec la Banque nationale de données maladies rares pour justement essayer d'identifier combien de patients cela présenterait en France. Donc, c'est des chiffres que je pourrais vous donner une prochaine fois. Mais un ordre de grandeur? Donc, on s'attend à ce qu'il y ait à peu près 2% des nouveau-nés dépistés qui seront touchés par une de ces pathologies. Ces données-là, on les a par rapport aux projets internationaux qui ont débuté. On a des projets internationaux, à peu près un peu plus d'une vingtaine actuellement, qui existent dans le monde, qu'on suit particulièrement. Alors, dans les 20, tous n'ont pas débuté, mais certains ont débuté, en particulier en Chine, aux États-Unis, en Australie. Et dans ces projets, effectivement, on peut voir que ce dépistage... Alors, on n'est pas sur exactement les mêmes nombres de maladies dépistées, mais qu'on est à peu près sur 2%, entre 2 et 3%, suivant le nombre de pathologies dépistées, qui seraient retrouvées avec cette extension du dépistage néonatal. Ok.
Et donc, j'ai envie de te faire un petit passage un peu grand public pour se rendre compte en fait ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des tests qui pourraient être proposés à tout le monde, ou c'est sur la base des antécédents familiaux, des parents. Comment on lit en fait, comment on doit regarder ces tests néonataux? Alors, ces tests néonataux sont vraiment proposés à tous les nouveau-nés. Le dépistage néonatal actuel est proposé à tous les nouveau-nés. Dans cette phase pilote, ça va être dépendant des hôpitaux qui vont y participer. Donc, pour la phase 1, on est sur 5 CHU en France, donc Dijon, Besançon, Rennes, Nantes et Angers. Et puis, après, l'idée, c'est de faire une phase d'extension au niveau d'une région. D'accord. Et puis, éventuellement après, en fonction des résultats, de pouvoir le déployer en France entière, intégré au dépistage néonatal classique. D'accord. Donc ça veut dire que oui, ça peut être des anomalies génétiques qui ne sont pas forcément héréditaires, qui peuvent arriver spontanément. Pas forcément lié à ce qu'on Alors, les tests génétiques, actuellement, on a les centres génétiques comme le lieu où je travaille. On reçoit quotidiennement des personnes qui vont avoir des maladies génétiques ou qui vont avoir des antécédents familiaux de maladies génétiques. Donc, proposer des tests génétiques dans ces situations, c'est quelque chose qui existe depuis le début des tests génétiques. D'accord. Donc, c'est un accès qui est important, bien organisé. Quelque chose, ouais. Exactement. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, au départ, on parlait de est-ce que la génétique est un intérêt de niche. Pendant quelques temps, effectivement, la génétique a été attribuée aux maladies rares. Beaucoup de personnes estimaient que ça ne les concernait pas. Même si finalement les maladies génétiques peuvent survenir un peu chez tout le monde. Beaucoup de pathologies surviennent sans antécédent familial. Et ce qui change maintenant, effectivement, c'est qu'avec l'arrivée de la génomique, donc le séquençage au débit complètement révolutionnaire qui permet de séquencer l'ensemble de notre génome, on ouvre l'intérêt de la génétique et de la génomique beaucoup plus large, puisque on va maintenant utiliser ces tests, y compris par exemple pour adapter des traitements dans le cancer. Et effectivement, compte tenu de la capacité de ces technologies, on est maintenant dans l'idée de l'adapter effectivement à la prévention. Okay. Donc on commence à se mettre à parler des tests génétiques pour les maladies communes, puisqu'il y aura des prédispositions génétiques à beaucoup de maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Et puis maintenant sur des programmes de prévention comme Périgénomède. Actuellement, donc le seul projet qui est dans les tuyaux, on va dire actuellement en France, est autour du dépistage néonatal, parce que c'était probablement là où on a le plus l'urgence de suivre la compétitivité aussi internationale sur le domaine. Dans le domaine, pour essayer de effectivement réduire la lourdeur de certaines maladies rares qui concernent l'enfant et qui peuvent être extrêmement difficiles à vivre pour les familles. Mais ce qui se discute déjà dans les congrès internationaux, c'est effectivement la suite, qui est potentiellement à plusieurs phases de vie, l'intérêt de dépistage du génome en fonction des projets de procréation, ce qu'on appelle le diagnostic préconceptionnel, qui est pour l'instant pas autorisé par la loi en France, et également plus tard pour des préventions d'autres risques de santé. Et concrètement, quand il y a une mise en place de traitement qui se fait suite à un diagnostic, ça se passe comment? Ça se passe une fois que l'enfant est né? Comment ça se passe? Alors, un traitement se met en place à partir du moment où on a pu faire un diagnostic d'une maladie rare. Ça, c'est un point indispensable. Donc, vraiment, la question du diagnostic reste au cœur des préoccupations. Et puis, après, il faut qu'il y ait un traitement qui existe. Alors, un traitement, on a toujours des traitements moins symptomatiques, des prises en charge qui peuvent être proposées, mais un traitement qui se veut ciblé contre vraiment l'évolution propre de la maladie. On a encore assez peu de maladies rares qui sont en cette situation. On estime qu'on en a à peu près 5% seulement. Par contre, on a un nombre très important d'essais thérapeutiques dans ce domaine qui laissent entrevoir vraiment des
progrès très importants. Et ça, c'est vraiment le cœur du projet Périgénomène. Parce que si jamais on avait très peu de traitements, on ne parlerait pas de dépistage néonatal. Ouais. Vous ne vous lanceriez pas là-dedans, ok. Alors, effectivement, avoir une réponse pour avoir un diagnostic de maladie rare très tôt, puisque avec ce projet, l'idée est de donner une réponse, un diagnostic éventuel de maladie rare dans le premier mois de vie, c'est quelque chose qui peut être vécu comme très discutable. Et c'est pour ça qu'il est indispensable qu'il y ait des traitements efficaces, parce que avoir un diagnostic à 1 mois de vie, dans une pleine période de, on va dire, mise en place de la relation parent-enfant, est pas forcément quelque chose qui serait idéal. Et donc n'est acceptable que si effectivement on peut proposer aux familles des traitements qui vont changer les choses et qui vont éviter toute la période d'errance diagnostique. D'accord. Donc le positionnement de ce projet, pour bien comprendre, c'est pour faire un diagnostic une fois que l'enfant est né, avant quand c'est in utero. C'est pour bien comprendre. Est-ce que ça dépend des cas? Est-ce que c'est Alors actuellement, in utero, les seules situations où on peut faire un diagnostic génétique, c'est quand on a des signes à l'échographie qui font suspecter une maladie génétique. Dans ce cas-là, on a aussi dans le processus de soins courants accès à des analyses génétiques, dont le séquençage de l'ensemble de nos gènes, pour essayer de faire un diagnostic pendant la grossesse pour que les parents puissent faire un choix si jamais il s'agit d'une pathologie d'une particulière gravité. D'accord. Et après, la prise en charge se fait à la naissance. C'est ça, avec une annonce de diagnostic qui se fait. Alors, si jamais on fait des tests pendant la grossesse sur signe d'appel échographique, les parents peuvent avoir le choix de garder ou pas la grossesse. Par contre, on ne parle pas de programme de prévention, à part ce qui existe actuellement déjà pour la trisomie 21 dans le dépistage organisé. On ne parle pas de séquençage du génome pour toutes les grossesses. D'accord. On voit bien qu'on touche plein de sujets hyper sensibles. Des sujets liés à la technologie, des sujets liés à l'éthique, des sujets liés au financement de ces nouveaux traitements. Comment vous... je serais curieuse de savoir comment vous avez abordé ça, comment vous regardez, en fait, lisez toutes ces... J'imagine que vous donnez pas forcément des réponses à tout, mais comment vous proposez, en fait, des réponses? Depuis l'arrivée du séquençage au débit, donc on va dire en France, ça a été autour de 2013, où on a commencé à utiliser ces techniques de génomique. Il y a eu à ce moment-là des hésitations, des inquiétudes pour certains par rapport à ces technologies qui peuvent aussi permettre de mettre en évidence des choses que l'on ne cherche pas. Ouais. Et donc, on a effectivement monté à Dijon une fédération hospitalo-universitaire pour répondre à ces questions, c'est-à-dire tout ce qui inquiétait les collègues, qui étaient les questions effectivement éthiques, organisationnelles, économiques, qui a permis de réunir d'autres disciplines. Et ça, c'était une originalité. Parce qu'avant, en médecine, on n'avait pas l'habitude particulièrement de travailler avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. Et on a effectivement trouvé des experts qui sont intéressés à la thématique, qui ne la connaissaient pas forcément au départ, pour répondre à toutes ces questions. Et ça, c'est vraiment un côté qui a été passionnant dans l'aventure et qui le reste, parce qu'il reste encore plein de questions, qui est de se faire accompagner et du coup de se former et de prendre goût à tout ça pour répondre à ces questions et monter des projets spécifiques autour de l'éthique, l'organisationnel, les côtés économiques. Donc en fait, il y a votre cœur de métier qui est la génétique, le diagnostic, de regarder la science des gènes. C'est ça. Et puis tout ce qui est en fait les questions que les patients, les familles peuvent se poser, ou même les médecins qui vont prendre en charge. Okay. Voilà, et la société, nos tutelles, etc. Parce que c'est vrai qu'après, ça amène des vraies questions qui vont être de savoir ce qu'on doit implémenter en soins courants, comment, à quel coût, quel choix. Ouais. Et comment on peut voir un peu comment vous commencez à répondre. C'est quoi les premières... Si on parle de l'éthique, c'est quoi les
les lignes directrices que vous suivez pour l'instant ? Alors, sur le plan de l'éthique, si on parle de la génomique en général, c'est beaucoup la question de ce qu'on appelle les données incidentes. Donc, tout ce qu'on peut apprendre, ce sur quoi on peut tomber, on va dire, en faisant un séquençage du génome pour, par exemple, un diagnostic de maladie rare, et qui pourrait donner des informations sur une prédisposition génétique au cancer, aux troubles du rythme cardiaque, et qui n'était pas la question que venaient chercher les personnes. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est un débat énorme en France, qui est pas forcément partagé partout à l'international. Aux États-Unis, par exemple, on estime que c'est une chance parce qu'on fait de la prévention. Et en France, il y a un gros courant qui estime que on va effectivement donner des informations que les personnes ne souhaitaient pas forcément. Même s'il y a un consentement, l'idée est de dire, bah oui, mais le fait de leur poser la question fait que, ils ont peut-être pas le choix de dire oui. D'accord. Même si effectivement, les Français, comme que ce soit en France ou ailleurs, la plupart des personnes consentent à avoir cette information. Donc ça, c'est vraiment le débat numéro 1 dans le soin courant. Et puis autour du dépistage néonatal, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est effectivement le fait de savoir de voir si jamais les familles à qui on aura rendu un résultat seront satisfaits d'avoir eu un résultat plus précoce. Parce que c'est difficile de comprendre, pour la phase de consentement des personnes, c'est compliqué, on le voit, à comprendre tous ces aspects. Donc on sait que la réponse des personnes n'est pas forcément mesurée absolument. Et que... Pas rationnel, c'est ça ou... Non, pas... C'est-à-dire que... les personnes ne vont pas forcément se rendre compte de l'impact, de l'impact potentiel. Bien sûr. Il y a tellement de pathologies qu'on ne peut pas les expliquer. Et pourraient éventuellement, dans certains cas, se dire qu'ils auraient préféré avoir un diagnostic plus tardif. Pourquoi pas ? Donc ça, c'est un point important. Et puis l'autre aussi, un petit peu, c'est qu'on est précis dans ces technologies, mais on ne sait pas encore tout interpréter de façon... parfaite. Et il y a un petit risque qu'on puisse alerter, ça existe déjà dans le dépistage néonatal standard, qu'on puisse alerter des personnes sur une potentielle maladie rare qui ne va pas être confirmée après. Qui ne va pas s'exprimer vraiment. C'est ça. Donc du coup, il y a pas, c'est des débats, c'est des discussions en cours, c'est ça. C'est c'est des recherches de. Et puis c'est ce qu'on doit démontrer avec les pilotes. De mesurer, d'accord, Donc ça, c'est effectivement dans les pilotes les projets pilotes qu'on a pu lancer au sein de notre fédération hospitalo-universitaire. C'est l'idée, c'est répondre à ça. On a des questions, on a un vrai rationnel. Des craintes sont exposées, des questions techniques aussi. Des questions économiques, on va mettre en œuvre un projet pilote pour y répondre. D'accord. Et du coup, la technologie aussi, ça part à jouer pour être ou plus précise ou plus permettre de répondre en fait mieux à ces questions. Oui. Alors là-dessus, la communauté internationale joue beaucoup. Ce qu'on va apprendre de l'interprétation des variants, c'est un défi énorme, c'est sûr. Il y a l'intelligence artificielle qui entre en jeu également. Et il faut que tout le monde contribue pour que la connaissance des variants pathologiques et non pathologiques, parce qu'on a à peu près sur nos gènes, dans nos parties codantes de nos gènes, on a à peu près 20 000 différences les uns les autres. Si on prend même le génome et les parties non codantes, on en a bien plus que ça. On les estime à peu près à 3 milliards. Et ça veut dire que dans nos gènes, arriver à trouver là où les bonnes variations qui vont expliquer la pathologie ne sont pas évidentes. Donc on a des classifications de variations qui peuvent être des mutations classées comme pathogènes. Donc là, on est sûr de soi, on va dire. Après, d'autres qui sont classées comme probablement pathogènes. On a un petit risque d'erreur, mais on est confiant. Ensuite, des variations de signification incertaine, on en a beaucoup. Et puis après, des probablement bénignes ou bénignes. D'accord.
Et donc là-dessus, on n'est pas capable d'interpréter toutes les variations et de les classer toutes bien comme il faut. On a beaucoup de variations de signification incertaines. D'accord. Et de variations probablement pathogènes, qu'on pense probablement pathogènes et qui sont déclassées. C'est là-dedans que ça se joue, en fait. Exactement. Okay. Donc actuellement, en France, on a un plan France Médecine Génomique qui comprend 2 plateformes d'analyse du génome et qui sont ouverts à qui on envoie donc nos analyses de génome quand on voit un patient dans un centre de génétique de France. D'accord. Et donc ces plateformes, national, okay. c'est national, voilà. Et ces plateformes sont dotées effectivement de logiciels qui permettent d'aider à la classification des variants et au diagnostic. D'accord. Et c'est vrai que très souvent, le diagnostic retenu fait partie des diagnostics classés en première intention par le logiciel. Et qu'on se rende bien compte, ça veut dire que en fait vous allez faire une première phase de projet qui s'appuie sur ce que vous avez déjà fait comme travaux de recherche. Ça veut dire que là, ça répond en fait à une stratégie quasi nationale de politique de santé. Oui, alors en tout cas, le projet Périgénomède est considéré comme le projet pilote national autour de la question, avec une vraie fédération de l'ensemble des acteurs autour de la médecine génomique. C'est vraiment un projet qui a été conçu avec, on va dire, l'ensemble des personnes importantes en France autour du dépistage néonatal, des filières de santé maladies rares, autour de la médecine génomique, des associations de patients et autres partenaires. Et l'idée actuellement est de pouvoir effectivement maintenant arriver à faire un projet de pilote de déploiement pour voir s'il est faisable à l'échelle plus large, parce que cette première phase va être au niveau des CHU. Ouais. Les CHU sont habitués à faire de la recherche. Et il faut voir comment cela pourrait être intégré en termes d'information dans toutes les maternités. Okay. Parce que dans cette première phase, on va avoir des personnes qui vont être là pour informer les couples, passer une vingtaine de minutes avec eux pour leur expliquer le projet et recueillir leur consentement. Et ce sera quelque chose qui sera probablement impossible à tenir dans toutes les maternités de France. Donc cette deuxième phase devra être plus... on va dire, intégré au monde réel du dépistage. Et du coup, c'est un vrai enjeu avec tous les éléments qu'il faudra aussi démontrer, dont le coût de tout ça. Voilà, les faisabilités techniques, organisationnelles, économiques, et qui est l'enjeu de cette deuxième phase. On voit que c'est un peu un mix entre à la fois un moteur d'innovation et des enjeux de santé publique. Il y a aussi peut-être une vague, un momentum en fait qui est lié à une explosion de la technologie, où aussi en fait c'est peut-être quelque chose que vous voyez au niveau international, qu'il y a un train à prendre maintenant. Qu'est-ce que j'imagine, non? Oui. Alors ce train à prendre, ça fait pas mal de temps autour du dépistage néonatal qu'on l'avait bien senti dans notre fédération hospitalière universitaire. Oui, vous avez été là au début. Voilà. Donc en 2019, on avait commencé à évoquer le fait que le prochain projet pilote qui serait à mettre en place serait autour du dépistage néonatal. Mais je dirais qu'à l'époque, on n'avait pas encore cet exemple dont on a parlé tout à l'heure de la myotrophie spinale infantile et de l'importance de diagnostic très précoce pour changer le cours de la maladie. Et ce qui fait qu'à cette époque-là, il n'était pas tellement entendable de mettre en place un projet pilote. Et donc, on a fait l'inverse de ce qu'on a fait d'habitude, c'est qu'on a mis en place un projet de sciences humaines et sociales au départ pour étudier l'acceptabilité des professionnels et de la population, en particulier les couples en âge de procréer ou qui venaient d'avoir un enfant, pour voir quelles étaient les attentes. Et l'acceptabilité a été bonne. Très bonne, on est autour de 80 à 86% entre les professionnels et les couples. Et en parallèle, on a eu effectivement les avancées au niveau international, où on a vu que des projets pilotes se montaient. Et en parallèle du coup de ce projet d'acceptabilité qui s'appelle CEDEN,
on s'est dit que c'était effectivement le moment, donc à peu près en 2022, de commencer à concevoir le début du projet Périgénomède. À ce moment-là, on a aussi raccroché un projet européen qui s'appelle Screen for Care, qui est financé par l'Europe et qui incluait essentiellement 2 autres pays qui étaient l'Italie et l'Allemagne, pour proposer effectivement un dépistage néonatal pour 245 maladies traitables. Okay. Et donc, on participe à ce projet. Donc, la maternité de Dijon est la seule maternité où on peut inclure des bébés. Donc, ce projet a déjà débuté. Donc, on est en plein dedans actuellement depuis début janvier et qui donne une vraie expérience en amont de Périgénomède. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on s'occupe que de la phase de recrutement des nouveau-nés et toute la phase biologique est réalisée à l'étranger. Ce qui fait que ça permet progressivement, effectivement, de monter en compétence. Exactement. Ok. Ok. Et si on regarde un peu la scène internationale, en fait, ça se passe où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la France est bien placée? Alors la France est pour l'instant Dijon. pas bien placée parce que n'a pas encore de projet débuté. Les projets, le premier projet a été débuté aux États-Unis il y a vraiment pas mal d'années actuellement. La Chine ont été les premiers à publier sur 2 projets pilotes avec 20 et 30 000 nouveau-nés. Avec des résultats qui sont sortis sans que les projets aient été particulièrement annoncés sur la scène internationale. Aux États-Unis, on a plusieurs projets qui ont débuté dans plusieurs États et qui sont même très avancés. Donc, des projets qu'on suit beaucoup en France parce que pour l'un des projets, on a effectivement 2 collègues français qui sont partis faire un postdoc là-bas et qui... du coup, donne beaucoup d'informations pertinentes qui ont permis de bien avancer pour Périgénomède. Et l'Australie également, qui est bien avancée. Okay. L'Europe est plus en retard. On parlait de l'Italie. L'Europe est plus en retard. Donc, Screen for Care, dont je vous parlais, a débuté uniquement fin novembre. Et puis, un autre projet qui est très, très, très regardé, qui est le projet anglais de Genomics England, puisque l'Angleterre a vraiment choisi la médecine génomique comme étant un pan d'innovation qu'il finance particulièrement. Et ce projet est financé à hauteur de 100 millions de livres, entièrement par l'État. Et a débuté maintenant il y a quelques mois avec quelques milliers de nouveau-nés qui sont maintenant inclus. Donc c'est vrai que c'est un super bel exemple de voir un choix de l'État avec effectivement un nombre de nouveau-nés qui va être assez important, qui est évalué à 100 000. Alors que les autres projets pilotes, on est quand même plutôt aux alentours de 20 000. D'accord. D'accord. Est-ce que ça révèle aussi des choses un peu culturelles sur, vous disiez aux États-Unis, l'acceptabilité de savoir en fait tout ça. Est-ce que ça révèle ça aussi, qu'il y a des pays qui sont plus à l'aise pour je sais pas, faire avancer ou la science ou l'économie coûte que coûte? On va dire que aux États-Unis, la génomique est bien mieux connue dans la population. C'est vrai que j'avais un collègue qui expliquait que aux États-Unis, on parle de génomique très souvent dans le journal. Il y a beaucoup d'entreprises de génomique qui sont présentes aux États-Unis. Ouais. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup plus partie des connaissances de la population générale. En France, la génétique, les bases de la génétique sont assez mal connues. Et puis c'est vrai qu'après, on est sur la génétique peut faire peur. Ouais, c'est les risques plutôt qu'on... Voilà, effectivement. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Les avantages vus de la génomique préventive versus ce qu'on peut craindre en France. Et c'est vrai qu'on peut avoir des positions éthiques qui peuvent être souvent différentes entre les États-Unis et l'Europe en général, qui est relativement proche de la France
dans ces ce qui accompagne l'adoption. J'aimerais parler un petit peu de votre parcours, votre carrière, de voir pourquoi vous êtes arrivé là-dedans. C'est un choix... c'était un choix éclairé, vous aviez des modèles, comment ça s'est passé? Au début, un intérêt depuis la 5e, avec les petits poids de main d'elle que nous expliquaient les profs de biologie, exactement, où je me suis dit effectivement que la génétique était ce que j'avais envie de faire. Après, la décision de prendre un cursus médical pour le faire. Okay. À l'époque, C'était assez précis. C'était assez précis, exactement. À l'époque, on devait être... La spécialité de génétique n'existait pas encore. Donc, j'ai fait de la pédiatrie, où je me suis aperçue que j'étais faite pour accompagner les personnes avec des maladies chroniques et pas les enfants qui avaient juste des petits bobos, comme je dis, qui... avec effectivement, j'ai trouvé une résilience incroyable dans les parents qui avaient des enfants avec des maladies génétiques et avoir envie d'avancer avec eux et de les accompagner. D'accord. Et puis après, j'ai fait mon cursus dans la maison mère de la génétique à Paris, et qui intègre le soin et la recherche de façon remarquable à l'hôpital Necker Enfants Malades. Necker. Et... après, revenir sur Dijon avec l'envie d'intégrer aussi le soin et la recherche dans un service qui était tout petit, parce qu'il y avait juste un médecin, une secrétaire et une demi-infirmière. Vous veniez de là? De Dijon? Oui, tout à fait. Oui. Donc ça existait un peu, mais donc c'était... Voilà, c'était une discipline dépendant de la pédiatrie qui était de très petite taille. Et puis là, effectivement, une belle aventure, les plans maladies rares successifs et qui ont permis effectivement d'évoluer vers un centre de référence maladies rares. Maintenant, on en a 4. Et une grosse équipe de prise en charge et la création d'une équipe de recherche parce que c'était devenu une évidence en 2010. D'accord. En combien de temps, du coup? Alors, arrivé 2000... premier centre de référence en 2007, première équipe de recherche en 2010, D'accord. Fédération hospitalo-universitaire, dont on a parlé tout à l'heure, en 2013, et puis après, effectivement, l'évolution de tous les projets. Et comment vous êtes arrivé sur ce projet de dépistage néonatal? C'est arrivé, naturellement, ou il y a eu des raisons? Alors, les projets pilotes de génomique que l'on a mis en place progressivement ont effectivement fait penser au dépistage néonatal. Et c'est vrai que c'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur parce que au début de ma carrière, j'ai eu une expérience difficile avec la connaissance d'une famille où la plus grande fille, qui avait 6 ans, venait d'être diagnostiquée avec une leukodystrophie métachromatique, qui est une pathologie vraiment très très marquante parce que c'est des enfants qui vont parfaitement bien dans leurs premières années de vie et tout d'un coup se mettent à se dégrader sur le plan intellectuel, commencent à perdre leur vision, leur audition, ne peuvent plus marcher et finissent par décéder. Et les parents de cette petite fille sont venus en consultation pour dépister la petite sœur en espérant qu'elle n'était pas atteinte. Et malheureusement, la petite sœur était atteinte également. Et à cette époque, on avait uniquement un traitement par greffe de moelle, mais qui n'était pas très efficace. La petite sœur a pu en bénéficier, mais trop tard, parce que même si elle n'avait pas encore de symptômes, la maladie était malheureusement déjà débutée au niveau cérébral. Et ces 2 petites filles sont décédées. Et à l'époque, j'étais vraiment une jeune généticienne. Je venais d'arriver à Dijon, de retour de Necker depuis quelques mois. Et je me suis dit que c'était extrêmement injuste et qu'il fallait, pour enrayer ça, qu'on puisse faire des diagnostics bien plus tôt et puis qu'il y ait un traitement. Ce qui me paraissait inimaginable, un traitement pour une maladie neurodégénérative à l'époque. Et maintenant, cette pathologie est traitée par une thérapie génique, ce qui veut dire que
Les enfants qui naissent maintenant et qui sont dépistés avec une leucodystrophie métachromatique et traités très tôt ne développent plus de symptômes, ou en tout cas des symptômes super légers s'ils en ont. Et là, c'est une évidence. On se dit, il faut y aller. C'est ce qu'a vécu ses parents, qui maintenant n'ont plus d'enfants, parce qu'ils n'avaient que 2 enfants. C'est quelque chose qui, si on est en moyen de pouvoir l'empêcher, il faut le faire. Et donc, quand les choses ont évolué, que les tests génétiques ont été, selon la loi, acceptés dans le diagnostic néonatal, voilà, je me suis dit que c'était qu'il fallait y aller, et avec évidemment l'équipe qui était très partante pour cela. Je voudrais revenir sur ne serait-ce qu'en France, je ne sais pas, à Dijon, quand vous aviez commencé à monter ces projets, là je vous demande à la casquette de la chercheuse qui a dû se battre pour justement pousser un projet pour qu'il puisse émerger sur une scène ou européenne ou internationale. Vous me disiez qu'au début c'était pas très considéré parce qu'il n'y avait pas de, en gros, flagship success. Il n'y a pas eu de traitement un peu miraculeux qui montre qu'il y a un intérêt de se pencher dessus. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Alors, Est-ce qu'on vous a, comment ça s'appelle, ouvert le tapis rouge ? En partie, on va dire, en partie, sur notre établissement en tout cas. Quand on fait, on est médecin généticien, on est là pour répondre à des questions de diagnostic pour les patients. Et puis avant l'arrivée du séquençage au débit, il y avait tellement de situations auxquelles on répondait pas. Ça avait une partie frustrante parce que ce qu'on veut avant tout, c'est effectivement donner réponse aux familles. On avait des familles qui venaient tous les ans avec la même demande, qu'est-ce qu'a mon enfant, pourquoi moi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Et sans diagnostic, on est quand même un peu démunis, évidemment, on peut proposer une prise en charge, mais qui ne sera pas la même. Et puis le séquençage au débit est arrivé, et au sein de notre équipe, on a trouvé ça, on avait des étoiles dans les yeux, très clairement, à se dire, mais c'est évident, il faut qu'on puisse proposer ça aux personnes. Et puis, ce séquençage au débit, il pouvait avoir plusieurs façons de l'utiliser, c'est-à-dire qu'on pouvait se dire, tiens, on va regarder ce qu'on appelle des panels de gènes, donc des gènes qui sont déjà connus pour être impliqués dans la déficience intellectuelle, par exemple. Et puis, il y avait l'autre option qui était de dire, on va tout regarder, avec les limites effectivement des discussions précédentes de regarder ce qui n'était pas en lien avec la pathologie forcément. Et c'est cette option qu'on a voulu suivre. Donc à l'époque, c'était pas le séquençage du génome qui était très très coûteux, mais le séquençage de l'exome qui est les 2% de notre génome qui comprend nos gènes. Et donc à ce moment-là, on avait cette envie débordante, on n'avait pas d'experts pour déployer... On est il y a 10 ans, c'est ça ? C'était il y a 10 ans 2013, c'était en 2013. Ouais. Et on a pu recruter très rapidement à Dijon, donc c'est là où on a eu une aide effectivement considérable de notre université et de notre hôpital, pour recruter un biologiste qui était un franco-canadien et qui s'était formé au Canada et aux États-Unis et qui est venu en France pendant 3 ans, enfin à Dijon, pendant 3 ans pour nous former nos équipes, et puis a été aussi très présent en France pour, on va dire, transmettre aussi les connaissances. Okay. Il a ouvert un diplôme interuniversitaire aussi pour... Donc apporter de la compétence avec de la porosité. Exactement. Ouais, okay, voilà. Okay. Et puis, on a eu effectivement pas mal d'années au départ où on était les seuls à proposer des projets pilotes autour du séquençage de l'exome, parce qu'il y avait effectivement plutôt une orientation de développer les panels de gènes. Mais après, on a pu démontrer effectivement l'apport de ces technologies avec toutes les données qui étaient présentes, qui ne permettaient pas forcément de faire des diagnostics immédiats, parce que à ce moment-là, avec l'arrivée du séquençage de l'exome, il y a eu plein d'avancées, de découvertes de nouveaux gènes. Et on a pu démontrer qu'après, on pouvait réanalyser les données
ce qu'on ne pouvait pas faire avec les panels de gènes par contre, et faire plein de diagnostics pour les patients. Ça a été une aventure superbe. C'est probablement les années professionnelles les plus riches qu'on a pu avoir, où on a pu effectivement répondre aux patients et faire des projets de recherche incroyables, avec effectivement tout cet aspect de réponse aux questions qui ont été vraiment importantes et qui ont permis de convaincre l'ensemble de la communauté que c'était vers ces technologies pangénomiques qu'il fallait aller. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été un peu plus difficile pour vous faire soutenir pour des projets de recherche, parce que c'était quand même hyper précurseur, même à ce moment-là? Comment vous étiez perçu, parce que vous veniez quand même d'un milieu de niche, quoi, des médecins qui cherchent des aiguilles dans des bottes de foin. Oui, on a pu vivre ça effectivement au moment de la création des fédérations hospitalo-universitaires sur les hôpitaux de Dijon et de Besançon, où effectivement à ce moment-là on a eu un appel à projet qui était ouvert à tous les médecins-chercheurs des établissements. Et on a proposé un projet autour de la génomique des maladies rares. À cette époque-là, donc le séquençage au débit était en train d'arriver. D'accord. On avait un jury international qui devait déterminer les projets les plus innovants. Et à ce moment-là, le projet qu'on a proposé avait était, je dirais, considéré comme quelque chose qui était à peine éligible. Marginal, quoi. Marginal, parce que était sur les maladies rares, était sur la génétique, qui effectivement était encore considéré comme quelque chose de rare, même si les premiers plans avaient été déployés. Et à ce moment-là, effectivement, quand on est arrivé premier à l'appel à projet, le regard de nos tutelles a vraiment changé sur le fait de dire « Ah ok, là, il se passe quelque chose et c'est important de les suivre. » Puis ils n'avaient pas compris, ou ils n'avaient pas vu l'ampleur que vous aviez vue, quoi. Ou bien on va dire les disciplines antérieures de maladies plus communes de l'établissement, la cancérologie ou autres, étaient considérées comme probablement ce qui était... les disciplines les plus à suivre et regarder. Qui est déterminante, quoi, c'est ça Exactement. Et donc là, il y a eu un vrai tournant, effectivement, pour nous. Ouais, ok. Et sur le financement, vous expliquez aussi que en fait, vous avez dû apprendre aussi à faire un peu différemment, c'est-à-dire à faire des études un peu plus sociaux avant de faire passer la science. C'est pour CEDEN, du coup, effectivement, pour la première fois dans le dépistage, avec le projet de dépistage néonatal, on a commencé par les sciences humaines et sociales avant, alors qu'avant, on apposait les projets à côté ou après. Et du coup, le dépistage néonatal, de par le fait que c'était touchy comme sujet, en fait, de se lancer dessus. Ok, donc vous avez appris à faire et vous faire financer après. Eh ben, on a fait financer un projet de sciences humaines et sociales avant le projet de faisabilité, ce qui n'était pas ce qu'on faisait d'habitude. D'accord. Parce que sujet un peu touchy. Parce que sujet touchy, c'est-à-dire la génomique arrive sur la prévention, alors que la génomique avait pas d'application de prévention avant. D'accord. C'est-à-dire que si on passe à la génomique de prévention, effectivement, il faut qu'il puisse y avoir un traitement qui justifie de faire ces tests à visée préventive. D'accord. Même si beaucoup d'associations, là, actuellement, aimeraient que le dépistage néonatal puisse aussi servir de solution pour réduire l'errance diagnostique que vivent les patients atteints de maladies rares, et aimerait que le dépistage néonatal puisse permettre des diagnostics, y compris dans les pathologies où on n'a pas de traitement spécifique. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas discutable actuellement, mais qui fait partie des éléments que les associations veulent apporter sur la table. Ok. L'idée, c'est de dire, en fait, on va pas... c'est quoi le principe? C'est de dire, on va pas... c'est dépenser d'argent pour s'il n'y a pas de traitement après, ou c'est poser un diagnostic, c'est quoi le rationnel? Alors, l'idée pour eux, c'est de dire que
à l'heure actuelle, avoir un diagnostic d'une maladie rare, quasiment tout le monde, en fait, pour tout le monde, ça prend des mois, parfois même des années. Ouais. Au départ, les parents, si on parle de maladie de l'enfant, vont donner leurs premières inquiétudes à leur médecin généraliste qui souvent va dire on va voir un petit peu comment les choses évoluent, chaque enfant peut avancer de sa propre façon et qui, à un moment donné, potentiellement va solliciter un rendez-vous vers un médecin spécialiste et on connaît les soucis de la santé actuellement et les délais pour avoir des premiers rendez-vous. Donc on peut se retrouver chez un spécialiste parfois des mois plus tard, qui lui peut aussi soit orienter d'emblée vers des spécialistes des maladies rares, mais aussi potentiellement se donner le temps. On repart pour quelques mois de plus. Et puis arriver chez le spécialiste des maladies rares, les examens dont on parle, si on parle de technologie de génome, répondent en moyenne, sauf urgence, plutôt en 6 mois de délai. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver parfois avec des diagnostics qui vont avoir mis des mois ou des années. Et les associations et les patients vraiment nous insistent beaucoup sur cette phase extrêmement difficile pour eux, D'accord. où ils voient des signes progresser chez leur enfant et quand il y a des traitements, c'est vraiment super difficile parce qu'ils réalisent le temps perdu avec des signes qui ne pourront pas on va dire réverser, ouais. Exactement. D'accord. Donc c'est un peu le principe, même si effectivement les traitements ne sont pas encore massivement identifiés. Mais l'idée est d'au moins effectivement réduire l'errance diagnostique. Donc là-dessus, on n'y est pas parce que ça pose énormément de questions éthiques et il faut déjà qu'on démontre que pour les maladies traitables, les parents sont satisfaits d'avoir eu un diagnostic précoce. Ok. Donc ça va se faire par étapes. Ok. Bon, alors déjà, j'aimerais faire un petit bilan sur ce volet de chercheuse. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire après toutes les leçons qu'on voit sur faut ne pas hésiter à passer par la fenêtre ou essayer d'avancer. Quel conseil en fait vous donneriez à je sais pas des jeunes chercheuses qui veulent suivre votre chemin? Alors, je pense déjà qu'il faut aller continuer dans ses convictions. Je pense que quand on est convaincu, on sait convaincre. L'autre point, c'est d'être entouré par une équipe qui suit tout ça. Seul, on ne peut rien faire. Avoir une équipe qui est engagée, avoir une équipe qui peut répondre, parce qu'évidemment, on n'est pas du tout spécialiste de tous les aspects. Donc, il faut des personnes, on va dire, un petit peu sur tous les fronts. Et puis après, savoir aussi identifier les financements nécessaires, parce que si on n'a pas les financements qui permettent d'aller au bout, on sera bloqué à un moment donné. Donc, je crois que voilà les points principaux. Ouais, je peux poser la question de vous êtes jamais dit en fait ça serait plus simple que j'aille travailler aux États-Unis en étant chercheur là-dedans? Alors le truc, c'est que avant d'être chercheur, je me considère avant tout comme médecin clinicien. Et être médecin clinicien aux États-Unis, c'est pas simple parce qu'on n'a pas d'équivalence. Donc on peut le faire ailleurs en Europe, mais pas aux États-Unis. D'accord. Donc on peut être chercheur aux États-Unis, mais pas faire des consultations simplement. D'accord. Après, aux États-Unis, voilà, il y a aussi forcément des avantages et des inconvénients également. On a aussi une politique d'excellence qui est lourde à porter, même si on se met une politique d'excellence soi-même, elle n'est pas imposée par les autres. Et avoir une politique d'excellence imposée, c'est compliqué. On a eu des chercheurs parfois qui ont été dans des super universités et qui n'ont pas été gardés à un moment donné parce que ils ont une petite baisse de régime dans leur vie. Et ça, c'est... Même si on
on se met pas dans une situation de baisse de régime malgré tout. On sait que si ça arrivait, ça peut arriver. Ça peut arriver. En France, on peut vivre avec dans nos établissements. Et aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Okay. Donc voilà, il faut voir des avantages et des inconvénients. Ok. Non, parce que c'est des choix. Vous vous êtes posé la question ou pas à certains moments? Alors, je dirais oui et non. Difficile de. C'est un sujet complexe, on va dire. Oui, c'est un sujet complexe. Après, surtout dans un domaine comme ça, dans la génétique, on veut dire. Il se passe beaucoup plus de choses ou dans d'autres pays. Oui. Mais après, on peut dire. Non, mais visiblement, vous avez regardé différemment. Oui, c'est-à-dire qu'on voit. On a vraiment eu de la chance au sein de notre établissement, vraiment. C'est-à-dire que on a été depuis le départ très soutenus dans nos projets de génomique. Et les maladies rares sont un axe de recherche reconnu depuis le départ au sein de notre établissement. Et ça, c'est des points à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi ce qui se passe ailleurs. Les maladies rares ne sont pas toujours aussi bien considérées dans les établissements. Ouais. Et donc, je ne suis pas sûre que quand on est sur une dynamique positive de concert avec nos directeurs et doyens, qu'on a vraiment envie d'aller regarder ailleurs si ça se passe bien. Ouais, ça c'est ok. Ça a toujours été suffisamment dynamique, c'est ça? C'est ça. Ok. J'aimerais avoir quelques mots sur une vision en fait d'un monde de la génomique, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans. Selon vous, comment ça va se dessiner? Qu'est-ce qui va se mettre en place? Comment ça va s'organiser? Alors, je sais pas c'est l'heure des paris. Ce serait presque plus simple de répondre dans 20 ans, parce qu'après 5-10 ans, finalement, c'est pas si long. Effectivement, les discussions autour de la prévention sont très importantes actuellement dans la communauté internationale. Avec la place potentielle du séquençage du génome à visée préventive à différents âges de la vie, différents moments de la vie. Donc c'est quelque chose qui sera sûrement faisable parce que maintenant, une analyse de génome, c'est quelque chose qu'on peut avoir avec les nouvelles technologies autour de 200-250 €, avec les nouvelles machines, donc pas avec toutes non plus, mais qui fait que ça va pouvoir avoir une vraie place probablement avec l'amélioration des connaissances. Donc la possibilité d'avoir des tests de façon préventive va être un petit peu l'enjeu de recherche de ces prochaines années. Ça veut dire non seulement, donc pour vous, ce qui est néonatal, ça va inévitablement se faire, être le premier pas, et ensuite c'est la prévention à tous les âges de la vie sur des pathologies plus communes. Alors, je ne saurais pas vous dire si ça va forcément se faire pour le dépistage néonatal, parce que l'enjeu financier est énorme, hein. Là, actuellement, le dépistage néonatal classique, on est sur des dizaines d'euros seulement. Si jamais on intégrait la génomique dans le dépistage néonatal, on passe d'emblée à des centaines d'euros par nouveau-né. Et est-ce que la France décidera de se lancer dans cette politique ou pas par rapport à d'autres choix? Parce que c'est là un vrai enjeu, c'est qu'il va y avoir ça et le reste. La santé évolue, les progrès en santé sont partout. Et il y a d'autres dépistages, les cancers et autres qui sont toujours très valorisés en France. Donc, est-ce que la France décidera déjà de financer une deuxième phase? La réponse, on ne l'a pas encore. Et après, de financer un déploiement, c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas la réponse. Après, évidemment, c'est ce qu'on souhaite si nos projets pilotes donnent des résultats au vert. Okay. Parce que si on fait des pilotes, c'est vraiment qu'il y a des questions auxquelles il faut répondre et voir avec la communauté internationale si c'est quelque chose qui doit être déployé. Alors, ce qui est un vrai point de discussion qui commence à pointer son nez dans ceux qui ont des projets qui sont plus avancés, c'est de savoir si jamais on va pouvoir
proposer un modèle qui va être proposé à tout le monde, parce que ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'États font pas forcément être prêts à pouvoir financer tout ça, et que le risque, ce qui n'est pas la politique en France en général, c'est que ça soit des choses qui puissent être proposées à certaines personnes qui pourraient être capables de financer ces progrès, et pas à d'autres. Ok. Ou sinon aller dans d'autres pays. Alors après, des tests génétiques qui existent, par exemple à visée préconceptionnelle, qui est interdit actuellement en France, mais accessible dans d'autres pays francophones proches, néanmoins, très peu de personnes vont faire ces tests ailleurs. Sûrement par manque de connaissances aussi, c'est-à-dire que la génétique, il y a quand même les maladies rares, une vraie ambiance de ça touche les autres et pas moi. Oui. Quelle est, selon vous, la place aussi des laboratoires pharmaceutiques dans cet écosystème, dans cet écosystème qui se développe? Parce qu'on voit qu'en fait, on peut pas proposer de dépistage s'il n'y a pas de traitement. Donc les laboratoires pharmaceutiques ont un rôle ultra important, parce qu'effectivement, le déploiement des nouveaux traitements sont dans leurs mains pour la majorité. Et effectivement, ça serait, on attendait beaucoup des laboratoires pharmaceutiques de pouvoir accompagner ces projets d'extension du dépistage néonatal. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas eux qui ont décidé de financer majoritairement ces projets. Mais après, ils sont les bienvenus au maximum pour essayer d'aider au cofinancement, parce que je pense que on a tous effectivement à gagner que ces projets voient le jour. Ok, ouais. Pour vous, c'est en fait, si je comprends bien, c'est une première étape pour comprendre des choses en fait sur ces déploiements un peu à grande échelle de prévention génomique. Alors pour démontrer que un traitement va être efficace, l'idéal c'est de le donner, de pouvoir l'administrer à des personnes qui ont très peu de symptômes, voire éventuellement pas du tout, pour qu'ils évitent de se développer. Et c'est là-dessus où je pense que les laboratoires pharmaceutiques devraient vraiment faire partie de l'aventure, parce que avec le dépistage néonatal, on va pouvoir permettre de montrer que ces traitements mis le plus tôt possible sont les plus efficaces. Ouais. Après, effectivement, on est sur des maladies souvent qui sont très rares, ce qui veut dire que voilà, notre projet pilote phase 2, on est à peu près sur 20 000 nouveau-nés. Et quand on est sur une pathologie qui représente un nouveau-né sur 200 000, le réflexe qu'il peut y avoir, c'est effectivement la probabilité, c'est que vous ayez aucun de ma pathologie qui soit dépistée. Et du coup, c'est là où, je dirais, la communauté internationale, parce qu'il y a un vrai regroupement des projets pilotes à l'international dans un consortium qui s'appelle ICONS, qui, je dirais, tous ensemble, on va pouvoir effectivement trouver certaines pathologies et pas d'autres. Et je pense qu'il faut effectivement le voir comme une grande connexion pour démontrer tout ça. Ok. Merci beaucoup, c'était fascinant. Cet épisode qui nous permet de comprendre en fait comment la génomique est en train de passer d'un domaine de niche à peut-être la prévention, en fait, les bribes de la prévention de demain. Merci beaucoup. C'est aussi passionnant de comprendre ces coulisses, de comment ces projets réussissent à émerger quand ils sont entre vos mains. Ouais, on comprend que le dépistage génomique néonatal, c'est pas qu'une avancée scientifique, c'est vraiment une question de santé publique. Un immense merci à vous, auditeurs de PharmaMinds, pour votre fidélité et votre curiosité. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous. C'est comme ça que les grandes idées progressent, en étant entendues, challengées et puis finalement adoptées.
Donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Pharma Minds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très bientôt!